Aujourd'hui, vous décidez de changer cette constitution et vous ne vous donnez même pas la peine d'informer ce peuple qui a choisi sa constitution. Salut à tous, Constitution Menyavo. Oui, un débat sur une chaîne, Nathanaël Olympio. Était l'invité, vraiment. Il a décortiqué de long à large pourquoi il ne faut pas changer la Constitution, tout et tout. Mesdames et messieurs, c'est David Eke et Flagio. You already know, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner. Abonnez-vous, tata. Ah, tonton, il faut vous abonner. Oui, pour être aux actus, aux news. Merci. Et régionale. C'est la première fois que le Togo organise un double scrutin. Je reçois aujourd'hui sur le plateau de l'invité Nathanaël Olympio, leader du Parti des Togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette émission. Et je précise que vous êtes également porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. D'abord, découvrons davantage votre parti, le Parti des Togolais. Comment se porte cette formation politique? Est toujours le président par intérim? Alors, je pourrais vous parler très longuement, en long et en large du Parti des Togolais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que les Togolais affrontent transcende les partis. Et c'est pour ça que nous nous inscrivons davantage dans une démarche citoyenne, dans une lutte citoyenne qui met de côté les intérêts partisans pour que nous affrontions ensemble les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment la question du changement de constitution qui est opéré par le régime de manière complètement inacceptable. Et cette constitution, justement, on va en parler dans la soirée du vendredi dernier. L'Assemblée nationale a adopté la nouvelle loi fondamentale qui entérine un régime parlementaire et acte la disparition du suffrage direct pour choisir le président de la République. Une nouvelle constitution pour laquelle vous n'êtes pas du tout favorable. Quelles sont vos réelles préoccupations ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont cette procédure a été conduite. Je vous rappelle que la législature qui est en cours, son mandat prenait fin à la fin de l'année, disons. Même si le pouvoir nous donne la date du 7 janvier, disons, ça prenait fin à la fin de l'année. Et la Constitution disait que, elle dit que les élections doivent être organisées 30 jours avant. Et brutalement, le pouvoir a décidé de ne pas organiser ces élections et de les reporter, sans nous donner aucune raison, aucune justification, aucune motivation. Parce que le pouvoir l'a décidé, et bien ils l'ont fait, sans respecter la Constitution. Ça, c'est le premier accroc, le premier coup de canif donné à la Constitution. Ensuite, les députés maintenus en place, on découvre du jour au lendemain, on se réveille et on nous dit, tiens, on a changé la Constitution, on a changé de République. Sont-ils maintenus en place ou, comme le disent les textes, la législature restante peut rester donc en poste jusqu'à l'investiture de la nouvelle? Cela ne lève pas la question de légitimité, si c'est là où vous voulez en venir? En fait, il y a beaucoup de problèmes posés par ce qu'ils viennent de faire. Déjà, jamais personne n'a dit aux Togolais que le pouvoir avait l'intention de changer la Constitution. C'est quand même gros. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit toute notre architecture institutionnelle. On la change sans prévenir personne, alors que je vous rappelle que cette Constitution avait été votée par référendum à près de 98% des Togolais. Ça veut dire que c'est massivement que les Togolais ont choisi cette Constitution. Aujourd'hui, vous décidez de changer cette Constitution et vous ne vous donnez même pas la peine d'informer ce peuple qui a choisi sa Constitution. C'est un mépris, simplement, que ce gouvernement adresse au peuple togolais. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous décidez de changer une Constitution et vous ne vous donnez même pas la peine de mettre à disposition du peuple togolais le contenu de cette Constitution. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'information
on distille de manière, je dirais, presque confidentielle sur les réseaux sociaux des bribes d'informations indiquant quelques orientations de cette nouvelle constitution. Mais sur quoi voulez-vous que les Togolais s'appuient pour comprendre ce qui se fait? Aucun Togolais n'avait jamais entendu parler de régime parlementaire. Est-ce qu'on leur a expliqué? Est-ce qu'on a fait une campagne de sensibilisation, d'information et d'explication avant de décider de voter? Et justement, après le premier vote, une phase consultative a été organisée avant la deuxième lecture. Ce n'est toujours pas assez suffisant pour vous. Il fallait encore faire davantage pour présenter le contenu de cette nouvelle constitution au peuple togolais? D'abord, il aurait fallu le faire avant de voter. On ne met pas le peuple devant le fait accompli et ensuite dire « Ok, d'accord, comme vous râlez, on vous donne quelques petites explications. » Mais plus précisément, cette tournée qui a duré 48 heures, pas plus, 48 heures que 91 députés aillent expliquer aux populations. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain? On a vu des gens venir faire une explication de texte, venir faire une démonstration de la nécessité de faire ce changement, mais en fait, il n'y a jamais eu de débat. On a rassemblé des chefs traditionnels et quelques groupes triés sur le volet d'ailleurs, et on leur a dit c'est bon pour vous ce qu'on veut faire, ça vous donnera le pouvoir, ça vous donnera plus de démocratie, mais personne n'a débattu. Et dans personne. Et même, excusez-moi madame, et même ces personnes qui ont été rassemblées dans quelques salles, jamais personne ne leur a donné le contenu du document qu'il fallait voter à l'Assemblée nationale. Donc ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et j'irai même plus loin. J'irai même plus loin parce qu'il y a des chefs des chefs de village qui se sont plaints qu'on l'a mis entre leurs mains des fiches qu'il fallait lire devant les caméras pour manifester leur adhésion à la chose. Mais c'est grotesque et c'est véritablement une manipulation. Oui, vous êtes dans la posture d'un leader de l'opposition, mais dans le fond de cette nouvelle constitution, quelques articles ont été pris en compte, notamment le mandat du président ou président d'honneur, comme le dites beaucoup, et il est limité à 4 ans, renouvelable une fois. Le mot du scrutin qui passe au suffrage indirect. Vous avez connaissance, vous, du texte ou pas? Je ne l'ai jamais vu. Et d'ailleurs, j'ai posé la question au ministre Bawara lorsque lui et moi, nous étions dans une émission sur Deutsche Welle. Il n'a pas voulu répondre. Mais j'ai compris qu'il n'avait jamais lu le texte. Et pourtant, ce sont eux les grands défenseurs sur tous les médias de ce document-là. Vous savez, ce qui se passe au Togo est simplement inacceptable parce que toute cette aventure qu'on a engagée et qui crée du désordre dans notre pays, c'est simplement pour la confiscation du pouvoir. Tout le monde a compris, personne n'est dupe, hein? Personne n'est dupe au Togo. Nous avons tous compris que le chef de l'État ne veut pas affronter l'année prochaine une élection présidentielle où il va devoir expliquer pourquoi il postule à un 5e mandat. Mais le pouvoir sera désormais davantage renforcé entre les mains des députés, et contrairement au dernier scrutin législatif de 2018 que l'opposition a massivement boycotté. Est-ce que vous participez aux prochaines élections? Écoutez, alors, vous me donnez l'occasion de parler de quelque chose de complètement ahurissant. On a lancé des élections législatives et des Togolais se sont présentés comme candidats. On était alors sous la 4e République avec une constitution donnée. Les gens ont commencé campagne et au moment d'aller au vote, on leur dit, écoutez, finalement, ce pourquoi vous avez été inscrits sur les listes, ça ne va plus être la même constitution, nous la changeons et vous allez désormais voter dans le cadre de la nouvelle constitution qui sera parlementaire. C'est la première fois au monde que l'on voit une élection régie par 2 constitutions différentes. Ça ne s'est jamais fait nulle part. À quoi ça rime tout ça? Ça met notre pays dans une situation ridicule. C'est ridicule de fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui les empêchait de faire les choses différemment quand ils étaient en début de mandature, par exemple? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et que les choses se présentent comme s'il y a une précipitation, il y a une volonté d'imposer une nouvelle constitution parce que, on veut faire les choses dans un mouchoir de poche, un temps très limité. Vous savez, les Togolais ne sont pas dupes. On a beau faire des artifices, les manipuler, essayer de les entourlouper, mais en réalité, nous avons tous compris que ce qui intéresse le pouvoir, c'est de tout faire pour ne pas que le peuple togolais vote pour choisir le président de la République, comme il a toujours fait depuis 30 ans. On lui enlève
Et ça, je m'indigne. Je m'indigne contre ça parce que les Togolais en ont assez. La seule chose qui leur restait, depuis la démocratisation et les luttes qu'ils ont menées, que les Togolais ont menées, avec des morts qu'on compte par centaines, eh bien, la seule chose qui restait aux Togolais, c'était la capacité de choisir le président de la République. Mais M. Limpio, pourquoi vous ne participez pas aux élections? Parce que, vous savez, dans notre pays, les élections, les résultats sont toujours fabriqués d'avance. Tout le monde le sait. Même mes chers collègues, mes amis qui participent aux élections aujourd'hui, ils dénoncent les conditions dans lesquelles c'est fait. Le fichier électoral, tiens, on nous a crié sur tous les toits ici que l'OIF est venu valider ce fichier électoral. Mais moi, je vais poser une question très simple. En 2015, c'est le même gouvernement, le même régime qui a demandé à l'OIF de venir faire une évaluation du fichier électoral. Et vous savez ce qu'il y avait dans le rapport de l'OIF à cette époque-là, il y a à peine une dizaine d'années? Eh bien, c'est écrit noir sur blanc que plus de 75% des inscrits l'ont été sur la base de témoignages. C'est-à-dire, on prend deux chefs, par exemple, qui viennent dire, eh bien, cette personne, c'est un Togolais, il a la majorité, donc il peut être candidat. Et quand l'OIF est venu, cette fois-ci, en 2024 maintenant, est-ce qu'ils se sont demandé si le fichier électoral et l'inscription avaient été faits de manière différente à 2015? Ils n'en ont plus jamais parlé. Comme par miracle, tout s'est arrangé. Alors que moi, je vis au Togo, excusez-moi, je termine sur ça, je vis au Togo, je n'ai jamais vu le gouvernement togolais engager une procédure, une campagne pour demander aux Togolais de venir chercher une audience foraine, c'est le mot que je cherchais. On n'a jamais eu d'audience foraine pour demander aux Togolais de venir faire des pièces d'identité. Donc ça veut dire que le fichier avec lequel on va aux élections cette année est un fichier pourri, qui ne peut pas être quelque chose de fiable. Quand c'est comme ça, eh bien... Ce sont vos analyses. Vous êtes en leader de l'opposition du parti des Togolais qui s'érigent en défenseurs des valeurs démocratiques et des droits des citoyens togolais. Justement, comment définissez-vous cette démocratie que vous rêvez d'incarner? Écoutez, nous sommes malheureusement dans un pays où, quand on organise une conférence de presse, quand des leaders politiques organisent une conférence de presse, au QG d'un parti politique, on nous envoie les gendarmes pour nous gazer, pour nous sortir. En pleine période électorale. Justement, en tant que parti de l'opposition, on a justement le sentiment de vous entendre davantage qu'en période électorale. Êtes-vous véritablement présent dans la vie des Togolais? Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet que je suis en train de mettre sur le tapis, là, c'est parce qu'on vient gazer des leaders politiques en train de faire une conférence de presse. C'est extrêmement grave pour nos libertés, pour la mienne, pour la vôtre et pour tous les Togolais. Parce que la Constitution l'exige, cette liberté-là. Nous la donne. Cette question, elle est tout aussi fondamentale. Vous êtes un parti, leader d'un parti politique. Et comment, justement, évaluez-vous votre présence sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que le parti des Togolais dispose des représentations sur l'ensemble du territoire national, par exemple? Écoutez, bien entendu, sinon on n'aurait même pas été inscrit et reconnu par l'administration du territorial. On ne l'aurait pas été. C'est bien parce qu'on remplit les conditions qu'il faut. Mais ce n'est pas ça le sujet. Et ne noyons pas le poisson. La réalité des choses, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ce pays, on a autorisé les partis politiques, mais on les empêche par tous les moyens de travailler. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2016 déjà, nous avons organisé une formation à destination des jeunes à Kara. Vous savez ce qui s'est passé? En pleine formation, nous avons envoyé les gendarmes pour nous déloger. Et le thème de cette formation, vous savez ce que c'était? Comment comprendre les causes de la pauvreté pour mieux s'en sortir. C'était juste ça. On nous a envoyé les gendarmes pour nous sortir. Donc ce n'est pas un incident soudain qui s'est produit le 26 mars dernier quand on nous a chassés. C'est la pratique courante de ce régime-là. Si vous permettez que je vous prenne au mot, M. Limpio, justement, quelles sont vos solutions pour un développement durable, justement, à lutter contre la pauvreté au Togo? Vous savez, on ne peut pas étouffer les énergies de ce pays et espérer que les gens soient dans la production de richesses. Ça n'est pas possible. Quand les gens ne se sentent pas libres, quand les gens ne peuvent pas prendre des initiatives sans que derrière, on les empêche de pouvoir s'exprimer, on ne peut pas aller loin. Quand nous avons un pays qui est frappé par une
corruption inimaginable et que les gens sont dans une situation d'impunité qui s'apparente à un encouragement, mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Quand nous sommes dans un pays où la justice est complètement instrumentalisée pour renvoyer des leaders politiques en exil ou pour jeter en prison des centaines de personnes pour leurs opinions, mais comment voulez-vous qu'un pays comme celui-là se développe? Quand plus basiquement, on ne fait pas ce qu'il faut pour que la jeunesse puisse avoir un emploi ou se faire soigner dignement ou avoir des écoles simplement qui soient représentatives de ce que nous voulons pour nos enfants, comment voulez-vous qu'un tel peuple puisse produire de Comment jugez-vous votre proximité avec votre électorat? On vous entend beaucoup sur les revendications, vous n'avez pas participé aux élections. Est-ce que finalement cet électorat ne vous attend pas plus dans l'action que dans la revendication? Mais je ne sais pas ce que vous appelez dans l'action. Ce qui est important, c'est que les gens qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est eux la responsabilité. Ce n'est pas l'opposition qui construit un pays. Ce sont eux qui ont les clés, qui ont les leviers de développement dans ce pays-là. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Aujourd'hui, moi, quand je regarde, par exemple, au Ghana ici, en 8 ans, quand je vois ce que le président Nana Akufo-Addo a fait, ben, je ne le vois pas dans mon pays depuis 19 ans. Quand je regarde à l'Est également au Bénin, et toutes les infrastructures, tous les efforts qui sont faits et les choses qui sont construites, mais en 20 ans, 19 ans précisément, je ne le vois pas dans mon pays. Donc vous comprenez que le peuple togolais se demande pourquoi on lui impose un régime sans lui donner parallèlement le bien-être auquel il a droit. Nathaniel Olympio, l'expérience d'une coalition n'a certainement pas ou peut-être marché pour certains groupes de partis d'opposition, mais à votre niveau, ne pensez-vous pas que changer de stratégie, cela pourrait également vous permettre, en tant que leader de l'opposition, en coalition avec d'autres, de pouvoir aussi mieux vous mettre en avant et peut-être aussi espérer décrocher l'alternance que vous avez toujours réclamée? C'est vrai que quand on est dans une lutte de libération, les opinions divergent et même les gens qui sont tous des pro-démocratie peuvent avoir des approches complètement différentes. Donc, ça n'est pas nécessairement que tout le monde ait une pensée unique qui soit la meilleure chose qui puisse aider cette lutte-là. Le plus important, c'est que nous ayons tous une même vision et un objectif commun. En ce moment-là, on peut prendre des voies parallèles et ensuite se retrouver pour faire des actions ensemble. Nous le faisons d'ailleurs, et je pense que aujourd'hui, avec ce changement de constitution exécuté de manière brutale, et toutes les forces de démocratie rejettent ce qui est en train de se faire. Vous n'entendrez personne dire le contraire. En dehors de, je dirais, le pouvoir et ses satellites, personne ne veut de ce. Mais est-ce que les échecs passés ou les expériences douloureuses passées dans les échecs de coalition, cela ne vous fait pas quand même peur de vous y aventurer à nouveau? Non, on n'a pas peur de lutter. La lutte elle se fait avec des obstacles, avec des écueils. Il faut les braver, il faut les contourner, mais il faut avancer. Et tant que la dictature et l'autocratie au Togo sera active, il y aura toujours un Togolais pour s'y opposer. C'est pour ça que nous mutualisons nos ressources. Hors du champ politique, vous êtes également engagé sur la question climatique. Vous appelez l'Afrique à anticiper les défis liés aux dégradations climatiques et mettre en place des infrastructures adéquates pour y faire face. Constatez-vous des évolutions significatives depuis ces années de lutte? Non, je pense que nous sommes tous confrontés à la question du changement climatique. Tout le monde le vit. Vous voyez ici aujourd'hui au Togo, à Lomé où nous vivons, il fait extrêmement chaud et on n'a jamais eu des températures aussi élevées. Et la dégradation de la biodiversité, c'est un réel problème. Mais je pense que pour que les Togolais puissent avoir l'esprit véritablement sur ces choses qui ne sont pas toujours facilement accessibles à tout le monde dans la compréhension des phénomènes, eh bien, il faut que les gens soient à l'aise dans leur quotidien. Les gens ne le sont pas. Les gens ont du mal à manger 2 fois par jour. Comment pouvez-vous amener ces gens à se préoccuper des questions climatiques quand ils ne peuvent même pas se soigner correctement, quand les choses basiques de la vie quotidienne ne sont pas satisfaites? C'est cela le vrai problème. Et bien entendu, quand ces choses basiques ne le sont pas, mais les gens ne peuvent pas aller porter l'attention et l'énergie sur des choses qui ne font pas partie de leurs besoins immédiats.
Et c'est ça la responsabilité de ce gouvernement qui ne prend pas en compte toutes les énergies, tous les Togolais. On ne les met pas ensemble pour se battre pour l'économie, pour se battre pour le social et pour se battre pour l'environnement. On dirige les Togolais, on leur impose des choses, on les malmène, c'est la répression. Dans ces conditions, le Togolais ne peut pas produire de la richesse. Dans ces conditions, les Togolais ne peuvent pas être des acteurs pour protéger le climat. Vous l'avez dit, vous ne participez pas aux élections, mais vous vous projetez. Mais comment? Quelle est la suite pour le parti des Togolais sur le terrain? Parce que malheureusement, dans notre pays, au lieu que l'élection soit un instrument de dynamisation de la vie politique, c'est devenu un instrument de confiscation du pouvoir. Ça fait quand même plusieurs décennies que cela se produit comme ça. Il n'y a pas eu une seule élection au Togo sans contestation, pas une seule. Ça n'est pas normal, ça ne fonctionne pas. Et c'est au pouvoir de changer de logiciel pour que, aujourd'hui, eu égard justement à ce qui se passe partout autour de nous, cette violence que les populations subissent partout dans la sous-région, il ne faut pas en rajouter en créant le désordre avec ce changement de constitution. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont au pouvoir. Pourtant, ils sont très intelligents, mais je ne comprends pas qu'on soit autant omnibulé par le pouvoir au point d'écraser tout le monde. Quelles sont vos propositions concrètement pour finir sur cette question? Pour moi, la proposition elle est très simple. Nous devons, en tant que dirigeants, nous devons ramener l'homme au centre de toutes les politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'occuper véritablement de leur liberté, c'est le point de départ. Il faut offrir aux Togolais, et ça, c'est pas de la contestation, ce sont des propositions que nous faisons. Il faut offrir aux Togolais l'opportunité de produire de la richesse, c'est-à-dire de créer le cadre qu'il lui faut pour être actif, pour pouvoir se nourrir. Et pour cela, il faut laisser l'initiative aux Togolais sans les embrigader dans les choses qui ne répondent qu'aux préoccupations du pouvoir. Merci.